Donc on va essayer de parler un petit peu de la fête de Pourim. Alors, donc vous savez que toutes les fêtes juives se vivent dans la joie, mais celle de Pourim, donc il y a une modalité de joie ici toute particulière, puisque donc si vous avez déjà vécu cette fête, elle est vécue en fait dans une espèce d'euphorie, même d'ivresse, donc contrairement en fait aux joies des Chagim qui sont plus vécues dans une espèce de contentement. Là ici il y a un réel dessaisissement, une euphorie qui est pas le lot en fait, des autres Chagim, des autres fêtes. Et si bien en fait que les Chachamim, dans un Sefer qu'on appelle le Sefer Yetzira de la création, nous disent que tout le Chodesh Hadar, le mois de Hadar dans son ensemble, a été créé sous le signe du rire. C'est le rire, chaque Chodesh, chaque mois, dans le calendrier juif, incarne un certain comportement, une certaine attitude. Et le comportement qui a trait au Chodesh, qui est celui de Hadar, le Chodesh dans lequel se situe la fête de Pourim, c'est cette attitude-là qui est celle du rire. Donc on verra dans un deuxième temps quel est le rapport entre le rire et toute l'histoire de la Megillah, mais dans un premier temps, essayer de comprendre quel est l'enjeu du rire, qu'est-ce que la Torah peut avoir à dire sur ce rire, et surtout en fait en quoi le rire a à voir au rapport qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu, avec le divin. A priori, nous on a en tête le rire comme une espèce de distraction, d'un moment où on peut souffler quelque part on peut se décharger d'une certaine manière de notre responsabilité. Qu'est-ce que cette chose-là aurait à voir avec la Avodat Hashem, avec notre lien sérieux, avec la responsabilité qu'on a dans ce lien qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu. A priori, le rire, les Chachamim s'en méfient. Et donc, si le mois de Hadar a été créé sous le signe du rire, c'est bien qu'il a quelque chose de positif à nous enseigner. Et donc, on va essayer de voir en quelques mots comment. Donc tout d'abord, en fait, je vous propose très très brièvement une phénoménologie en fait du rire. C'est-à-dire que pour comprendre ce que le rire a à nous enseigner, il faut comprendre déjà dans les faits et gestes en fait, de tous les jours, quand est-ce que ce rire se déclare, quels sont d'une certaine manière les effets comiques, comment est-ce qu'on pourrait en fait, trouver le point qui pourrait résumer, qui pourrait soutenir l'ensemble des effets risibles, des effets comiques. Donc je sais que on va pas traiter en fait de tous les cas, mais essayer de proposer en fait une définition qui, à mon sens, réussit à englober peut-être pas tout, mais en tout cas la plupart des effets comiques. Alors de manière assez spontanée, en fait, on aurait tendance à dire que ce qui fait rire, ce qui provoque un effet comique, c'est l'effet de surprise. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit tout de suite en fait que non, parce que pas tout ce qui est surprenant ne provoque le rire, pas tout ce qui est surprenant n'a un effet comique. Par exemple, on peut être surpris positivement, on peut être surpris par quelque chose qui nous tombe dessus, ce ne sera pas forcément risible. Donc on peut être surpris sans forcément que ça provoque en nous le rire. Évidemment, il y a un élément de surprise dans le rire, mais c'est pas ça qui va le définir dans son ensemble. Donc, alors je vous propose de lancer en fait la définition, et après de voir dans un second temps comment est-ce que cette définition-là s'incarne dans certains exemples qu'on verra ensemble. Donc en fait, si donc on analyse un petit peu les divers effets comiques, les diverses situations comiques, en fait on s'aperçoit que ça se définirait comme ça. Ça veut dire que le comique intervient quand, au sein même en fait, de l'exercice de mon activité, de mon geste, de mon action, au cœur même de cet exercice, d'une certaine manière survient un débordement, un dépassement, qui survient encore une fois du sein même de mon action. Alors on prendra pour premier exemple en fait la chute d'un homme. C'est-à-dire que quand un homme en fait marche et chute, donc évidemment ce rire il sera mal placé. On va essayer de se retenir, de rire dans une situation pareille, mais pourquoi est-ce que le premier moment, c'est un moment qui provoque a priori le rire? Il y a ici un effet comique qui est provoqué par quelque chose. Par quoi? Alors une remarque, c'est que si jamais, imaginons qu'en fait que cette personne, je ne sais pas moi, elle a été surprise, ou alors elle a eu un accident, c'est une voiture qui le fait tomber, évidemment, cet événement-là ne sera pas du tout risible. Ce qui est risible en fait dans cet événement-là,
c'est le fait qu'à partir de son action même, si on veut, c'est les pieds même de cette personne qui marche, qui trébuche sur un objet, sur un escalier, et qui le fait tomber. C'est le fait qu'en fait, ce dépassement, d'une certaine manière, survient à partir même de l'action de la personne elle-même. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même en fait qui provoque sa propre chute. C'est dans son action même que cette chute a été provoquée. Si la personne n'avait pas marché, il ne serait pas tombé. C'est pour ça que, d'une certaine manière, si, encore une fois, il y a une personne qui vient et qui la contraint à tomber, qui lui donne un coup sur la tête et qu'elle s'affale par terre, ça c'est une situation qui ne sera pas du tout risible. C'est risible précisément parce qu'il y a quelque chose ici dans l'action même, il y a un débordement en fait qui survient au sein même de ma propre action. Donc vous voyez en fait en quoi, si on veut, l'effet de surprise en fait ne pourra pas en fait définir le rire dans son ensemble. Il y a une surprise, il y a une notion de dépassement, mais c'est un dépassement en fait qui doit survenir du sein même en fait de mon action, pas simplement quelque chose de surprenant, pas simplement quelque chose qui me dépasse, qui viendrait de l'extérieur, mais qui se produirait à l'intérieur même d'une certaine manière de ce que j'appellerais ici la liberté, de ce que j'ai moi-même projeté. À l'intérieur même de ce que je projette, il y a quelque chose ici, je suis moi-même dépassé, porté par quelque chose qui me dépasse. Alors on pourrait prendre plusieurs exemples. Deuxième exemple en fait pour montrer cette chose-là, ce serait peut-être l'imitation. Parce que dans l'imitation, en fait, précisément, il ne s'agit pas ici dans l'imitation de faire apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait surprenant, au sens où quelque chose qu'on ne connaîtrait pas. Il s'agirait en fait au contraire ici de recopier, d'imiter une personne. Et donc qu'est-ce qu'il y a en fait de risible dans le fait de recopier, dans le fait d'imiter, de faire un mime d'une certaine personne? Qu'est-ce qui serait risible dans ce phénomène, dans cet événement-là? Et en réalité, si on veut, dans l'imitation, il y a quelque chose en fait ici, quand on y réfléchit, c'est qu'on ne peut imiter une personne que sur les éléments chez lui, qui lui collent à la peau d'une certaine manière, que sur les éléments qui sont d'une certaine manière chez lui, quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de sa liberté. Si on était complètement libre d'une certaine manière, il n'y aurait pas en fait, cette espèce de récurrence, cette espèce de répétitivité de quelque chose qui se répète en fait, chez la personne, que l'imitateur pourrait attraper et recopier. C'est-à-dire que comme si, au moment où on imiterait la personne, il ne s'agit pas non plus de rire en fait, de la capacité de cette personne à imiter, on rit de la personne qui est imitée. Précisément parce que en fait, quand la personne est imitée, on se rend compte qu'il y a quelque chose en fait, qui me colle à la peau d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, dans ma liberté en fait, de choisir certaines choses, mais je ne me rends pas toujours compte en fait, que certains gestes, certaines attitudes de ma personnalité, d'une certaine manière, en fait, sont contraintes, comme s'il y avait quelque chose en fait, par lequel j'étais habité et que la personne qui imiterait en fait, serait capable de recopier et d'imiter. On pourrait en fait aussi interpréter ça peut-être un petit peu différemment en disant que quand la personne imite, en fait, elle se retrouve elle-même, son visage, sa personne là, sa singularité elle-même, en fait, est porteuse maintenant d'une autre identité que la sienne. C'est-à-dire que la personne même qui imite, elle est cette personne-là, elle a une identité, mais finalement une identité qui va porter, qui va soudain en fait arborer un autre visage que sa propre individualité, que sa propre singularité. Comme si il y avait ici quelque chose où du sein même, d'une personne elle-même, d'une façon d'être, pouvait survenir en fait quelque chose qui serait tout à fait autre et différent, qui serait tout de même porté par la personne qui imiterait. Pour donner en fait une illustration à cette chose-là, vous savez qu'à Purim, on a quelque part la coutume de se déguiser. Alors il y a toutes sortes de raisons à cette chose-là, mais d'une certaine manière, quand on se déguise, il ne s'agit pas simplement en fait de cacher la personne. La personne qui se déguise, elle veut tout de même qu'on la reconnaisse d'une certaine manière, mais comme personne qui s'est déguisée. Et donc en fait dans cette attitude, on veut montrer en fait quelque part notre être, notre personne, mais avec un autre visage, avec une autre identité, notre personne qui serait porteuse en fait d'une autre identité tout à fait neuve, qui serait portée tout de même par
la personne initiale qui porte ce déguisement. Il y a quelque chose ici, en fait, on verra de risible. Alors on va voir pourquoi est-ce que ça suscite, pourquoi est-ce que cet événement-là, cette prise de conscience, suscite le rire. Mais peut-être avant un autre exemple pour encore illustrer cette chose-là. Alors vous connaissez certainement un des mises en scène d'un des comiques juifs qui s'appelait, le titre de son spectacle, ça s'appelait L'autre c'est moi. Et ce titre, en fait, il est très révélateur. En quoi ça consiste, en fait, dans sa mise en scène? C'est de révéler, en fait, dans la vie de tous les jours, les choses qui se répètent chez nous et chez l'autre, de façon presque universelle, alors que nous, quelque part, on n'a pas véritablement, on ne s'est pas concerté d'une certaine manière. Il y a des choses qui sont répétitives, qui se répètent chez les uns et chez les autres, sans forcément qu'il y ait eu de concertation au préalable. Et en fait, cette façon en fait, de révéler cette situation-là, pourquoi est-ce qu'elle répond à la définition qu'on a donnée? Parce que précisément, en fait, à un moment donné, on se rend compte que, comme s'il y avait un espèce d'esprit par lequel on était habité, qui nous faisait faire certaines choses, puisque finalement, qu'est-ce qui fait que toutes ces choses-là en fait, se répètent chez les uns et chez les autres? Ça nous donne comme l'impression que tout en agissant de manière finalement libre, en fait, on se retrouve ici être possédé par quelque chose qui nous fait faire des actions à l'identique chez les uns et chez les autres. Et il y a quelque chose ici où on se retrouve complètement, d'une certaine manière, dépassé, débordé par quelque chose dont on n'avait pas pris conscience, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons quelque part placé. L'exemple qui donne par exemple, c'est l'espèce de petit bibelot qu'on a chacun à l'entrée, dans lequel on met toutes sortes d'objets. Ce bibelot, ils se retrouvent en fait chez chacun sans forcément qu'on s'en rende, sans forcément qu'on se soit concerté. Et bien cette mise en valeur, cette mise en exergue en fait de cet événement qui se retrouve chez tout le monde, ça nous met dans des situations dans lesquelles on se retrouve quelque part porté et dépassé par une sorte d'esprit qui nous aurait fait faire toutes sortes de choses. Et ben cette chose-là, elle est risible. Alors pourquoi ça suscite chez nous une certaine joie, une certaine simcha? On aurait dit au contraire, en fait, cette chose-là, ce dépassement qu'on éprouve à ce moment-là, dont on prend conscience au moment de l'effet comique, qui devrait au contraire, d'une certaine manière, nous susciter une certaine tristesse, puisqu'on est dépassé, on se retrouve pas en pleine puissance, en pleine shlita, en pleine maîtrise de notre être. Et ben, en réalité, en fait, la joie procède du fait que précisément, il y a ici dans le rire, par ce dépassement-là qu'il opère en nous, quelque chose qui d'une certaine manière décharge la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire qu'on pensait que l'homme, d'une certaine manière, était complètement responsable et maître de ses propres actes, que d'une certaine manière, son acte n'engage que lui-même. Et c'est cette chose-là, en fait, c'est un poids, d'une certaine manière, que cette responsabilité, elle porte, et qui est complètement, en fait, pas complètement ou pas, en tout cas, qui est atténué par le rire, par la conscience, en fait, du fait que quand j'agis, quand j'opère une action, en fait, il y a dans cette action bien plus que ce que j'ai moi-même projeté. C'est-à-dire que cette conscience que quand je projette quelque chose, que quand j'opère quelque chose, en réalité, l'impact que cette chose-là est là, la conscience que je suis en fait traversé par quelque chose d'une certaine manière qui me dépasse moi-même, et bien cette chose-là, d'une certaine manière, elle désagrège la responsabilité de l'homme. Elle prend conscience que d'une certaine manière, cette conscience-là, elle n'est pas transparente à elle-même. Elle est traversée par quelque chose qui la dépasse. Donc c'est pour ça que les chachamim, les sages en général, se méfient du rire, parce que, évidemment, la vie des mitzvot, la vie de la Torah, elle doit essentiellement être concentrée sur la responsabilité qu'on a de nos actes, des mitzvot, des commandements d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un moment dans l'année où, d'une certaine manière, on doit prendre conscience que non, tout n'est pas entièrement dans notre ressort. C'est-à-dire qu'on met en place certaines choses, mais ça veut dire que ces choses-là, elles vont mettre en place dans l'histoire universelle, dans l'histoire du peuple juif, l'impact que nos actes ont, même sur le divin, si on peut dire. Cette chose-là, en fait, ça ne relève pas complètement de notre ressort. Il y a une espèce de dessaisissement qui est vécu dans la fête de Purim. Et en fait, cette chose-là, elle est mise en scène aussi par l'histoire de Purim. Donc je ne reviendrai pas sur l'histoire, mais c'est-à-dire que quand on l'analyse un petit peu, on se rend compte que
et du point de vue du bien et du point de vue du mal, et ben à chaque fois en fait, que ce soit Esther par ses stratagèmes, elle met en place certains éléments dans l'histoire, mais qui finalement qui sont complètement en fait insuffisants pour créer le dénouement de l'histoire. Elle est elle-même dépassée par la façon, le concours des circonstances va faire qu'il y a quelque chose ici qui va quelque part plus traverser ce qu'elle-même a mis en place dans cette histoire que plutôt une chose qui est complètement calculée et complètement le résultat de ce qu'elle-même a projeté. Donc elle est complètement dépassée par le concours des circonstances qui crée le dénouement. Et pareil, en réalité, du côté du mal, c'est-à-dire que Haman, lui-même, il projette quelque chose, il projette du mal, il projette d'exterminer le peuple juif, et il se retrouve en fait lui-même l'objet, d'une certaine manière, de sa propre... Il est complètement... On se joue de lui par le fait que c'est lui, d'une certaine manière, qui met en place sa propre destruction. Donc encore une fois, on projette quelque chose, et on s'en rend compte que d'une certaine manière, tous les protagonistes, tous ceux qui opèrent dans cette histoire, sont eux-mêmes en fait pris et possédés par quelque chose en fait qui les traverse. Donc tout le monde en fait joue un jeu et exerce sa propre liberté, mais d'une certaine manière en fait chacun est porteur en fait ici d'une identité, d'une volonté qui d'une certaine manière le dépasse. Donc voilà, c'est le message, si on veut, de Purim dans son ensemble, fait qui se vit dans un dessaisissement, dans une arcava, dans une combinaison d'une identité qui se vit, mais qui se vit aussi comme porteuse d'une autre identité qu'elle-même, puisque la vocation de l'homme pour la Torah, c'est précisément non pas simplement d'attester de ce qu'on est, mais d'attester en fait de la dimension, si on peut dire, du divin qui nous traverse, qui passe à travers nous, qui doit être attesté par nos actes. Chag Sameach à tous.